à tous, bienvenue dans l'atelier numéro 4 concernant les centres de vacances. Donc, je m'appelle Alice Loga, je travaille à l'Agence alpine des territoires, je vais être l'animateur. Je vais être aidée par Ange Mondolini qui est de l'EPFL Savoie, qui sera le modérateur et donc c'est lui qui va faire remonter les questions. Et puis, on vous présentera au fur et à mesure donc les 3 intervenants de cet atelier. Je vais quand même commencer par vous rappeler les quelques règles du jeu. Donc, à l'issue de chaque intervention, il y aura un temps questions-réponses. Donc, on va vous demander de poser vos questions par écrit pour pouvoir faire une petite synthèse et faire éventuellement un tri. Et ensuite, on vous donnera la parole. Donc, Ange Mondolini vous mettra à l'écran et vous pourrez ouvrir votre micro pour poser votre question. On a également mis en place un sondage. Donc, il y a 2 questions, juste voilà, pour mieux vous connaître éventuellement. Donc, ce sondage sera visible par tout le monde et vous pourrez y répondre. Et donc, ça nous permettra de mieux vous connaître et voir où vous êtes, vos préoccupations et surtout qui vous êtes. Donc, je vous propose tout de suite de commencer, puisqu'on a 1 heure devant nous. Alors, je leur dis maintenant, je leur dirai à l'issue de l'atelier. À l'issue de l'atelier, donc quand on aura fini d'écouter tous les témoignages, il faudra vous déconnecter et vous reconnecter via un autre lien que vous avez dû recevoir pour assister à la synthèse de l'ensemble des ateliers, donc à 16 heures. Voilà. C'est un petit peu compliqué, mais c'est les règles du jeu de Zoom. Voilà, donc on va commencer tout de suite. Les centres de vacances sont un secteur clé de l'économie touristique. Rien que l'été, on compte plus de 60 000 séjours, 1,5 million d'enfants et de jeunes qui sont accueillis dans différentes structures. Rien qu'en Savoie-Mont-Blanc, donc Savoie-Mont-Blanc, c'est la Savoie et la Haute-Savoie, cela représente environ 820 000 nuitées annuelles, soit 12% des nuitées totales touristiques. Dans nombre de petites destinations, les centres de vacances portent à eux seuls l'économie touristique locale. On en reparlera plus en détail. Et pourtant, ce secteur connaît une grave crise structurelle et conjoncturelle. Structurellement, on a assisté à la disparition progressive des aides de la CAF dans les années 90. Parallèlement, les évolutions sociétales liées à la société de consommation depuis la fin des 30 Glorieuses ont provoqué une lente érosion de la fréquentation. Ainsi, le taux de départ des jeunes dans ce cadre, qui était en 1995 de 15%, a chuté à 7,5%. La colonie de vacances, cette spécificité à la française, tant en termes historiques que de volume, se trouve donc aujourd'hui mise à mal. Les marges économiques réduites ne permettent pas les nécessaires mises aux normes et les aides à la pierre, autant qu'au départ, paraissent aujourd'hui insuffisantes pour préserver le modèle économique en place. Pourtant, l'enjeu est bien plus large. Et si personne ne remet en cause l'intérêt de la démocratisation de l'accès aux vacances, de la mixité sociale et de l'apprentissage du vivre ensemble, les réponses politiques demeurent globalement encore dispersées et faibles. Structurellement, toujours, il y a un véritable besoin des collectivités territoriales de trouver de nouveaux repères. Les territoires bougent, les compétences sont transférées entre les collectivités depuis la loi NOTRe, et les questions de fond sur les centres de vacances et les séjours sont encore trop peu inscrites à l'ordre du jour des débats des intercommunalités. Alors que les communes sont souvent seules face à leurs bâtiments et à leur politique sociale. Et puis pour terminer, conjoncturellement, là par contre, on a la crise du Covid qui touche de plein fouet ce domaine d'activité et qui risque très certainement de précipiter des fermetures en masse de nombre de centres de vacances déjà fragilisés. Alors que faire? Laisser les bâtiments partir à la découpe? En Savoie, sur 130 friches, on compte 10 centres de vacances, dont un dans la station de la Plagne. C'est une des plus grandes stations de Savoie. Donc, la reconversion des bâtiments n'est donc pas si simple et visiblement pose problème. Se dire que ça va repartir à la découpe, c'est peut-être aller un peu vite en besogne. Il paraît aujourd'hui nécessaire de mieux accompagner les communes membres des intercommunalités sur ce thème, à la fois celles qui sont propriétaires d'équipements, mais aussi celles qui ont
ces centres de vacances sur leur territoire. Enfin, l'idée, c'est qu'elles puissent mieux coopérer sur un projet qui a du sens. Donc, pour éclairer ces différents points que j'ai abordés rapidement, on a 3 intervenants. Le premier, c'est Monsieur Pierre Deglin, qui est gestionnaire de 2 centres de vacances en Haute-Savoie, un au Reposoir, qui est une petite station. Son centre, le centre qui appartient à la PEP 59, compte 160 lits. Un autre, toujours en Haute-Savoie, se situe à Entremont et compte une centaine de lits. Il est la propriété d'une commune du nord de la France. Parallèlement à ces occupations, M. Deglin est aussi vice-président de Savoie-Mont-Blanc Junior. Alors, c'est une association bidépartementale, donc Savoie-Haute-Savoie, qui a été créée en 2000 et qui vise à mettre en relation l'offre et la demande. Donc, elle a dans son catalogue 77 hébergements qui sont adhérents à la structure. Et en 2019, ils ont géré 635 demandes de séjour. Voilà. Le premier confinement a entraîné l'annulation de la totalité des séjours sur le printemps, soit 55 classes représentant 1276 élèves. Et juste pour vous donner une idée du volume que cela représente. Voilà. Donc, la première question que je vais poser à Monsieur Deglin. Est-ce que Alice, maintenant Oui, qu'après alors, tout le monde est arrivé, ouais. on peut lancer le sondage du coup? Oui, on peut. Comme ça, tout le monde saura à peu près qui est là et qui fait quoi. Je viens Je d'accepter laisse le lancer avant de donner la parole à M. Deglin. Simplement, voilà. Donc, on vous laisse répondre. J'ai juste un petit problème de… Voilà. Donc, la première question que je vais poser à M. Deglin, c'est quelle est la fréquentation des centres de vacances hors contexte Covid peut-elle encore chuter? Voilà, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que la fréquentation des centres de vacances a touché le fond, c'est-à-dire qu'on est arrivé à un point bas, ou est-ce que voilà, on peut encore s'attendre à ce que structurellement, on ait une érosion de la fréquentation hors contexte Covid, et on reviendra un petit peu sur les risques liés à ce contexte particulier qu'on connaît aujourd'hui. Alors, c'est vrai que hors contexte Covid, alors c'est difficile, en effet, il faut se positionner avant le Covid, ça remonte maintenant à un moment. On avait quand même une tendance au départ qui diminuait, c'est inévitable, que ce soit sur la partie colonie de vacances l'été ou sur certaines classes. Alors, l'hiver reste un secteur assez protégé quand même, parce que la destination touristique qui est la montagne est quand même appréciée des enseignants et c'est vrai que les territoires de Savoie et de Haute-Savoie bénéficient d'une belle image par rapport à ça. Mais c'est vrai que d'une manière générale, elle avait tendance à diminuer. La refonte des rythmes scolaires avait fait baisser une partie de l'argent parce que beaucoup des clients sont des écoles ou sont des mairies et du coup, on est sur de l'argent public. Il y a une deuxième partie qui sont les comités d'entreprise qui interviennent sur les colonies de vacances. Mais c'est vrai que la majorité de nos clientèles sont d'abord des écoles, donc des mairies, et la baisse des subventions aux municipalités et aux collectivités a directement impacté les centres de vacances. Alors oui, ça pouvait baisser encore. Après, chacun est en train de s'améliorer sur différentes parties, mais oui, on n'était pas encore au plus bas, ça pouvait encore baisser et on le voyait avant le Covid. Chaque année, on avait quand même des centres de vacances qui fermaient régulièrement, 3 ou 4 sur nos territoires. Et c'était une érosion qu'on voyait. Hein, donc voilà, oui, avant le Covid, c'était pas fini. Il y en a qui arrivent à ressortir. Hein. Il y a des centres de vacances qui font des bons chiffres d'affaires, qui augmentent leur remplissage. Mais c'est surtout, ça se matérialise par des centres qui ferment et des centres qui tentent de se maintenir. Justement, la crise du Covid, selon vous, elle va juste précipiter la fermeture de centres qui étaient voués à disparaître, ou elle risque d'avoir un effet plus large et on risque de se retrouver avec beaucoup de centres qui ont fermé et qui n'auraient peut-être pas fermé hors ce contexte particulier?
Alors, la crise du Covid telle qu'on la connaît au jour d'aujourd'hui, parce que pour l'instant, la crise du Covid, on va dire qu'on s'arrête avec un confinement au 1er décembre. C'est comme ça qu'on la connaît officiellement aujourd'hui et on ne sait pas comment sera fait la suite du 1er décembre. Mais on va dire dans une projection pas forcément optimiste, oui, elle fera chuter des centres de vacances. Alors, les fragiles chuteront, les autres tenteront de survivre, mais il y en a quand même qui n'étaient pas forcément fragiles, qui tiendront pas, parce que l'activité hiver, s'il n'y a pas d'hiver du tout sur un centre de vacances, où ça représente entre 50% voire plus pour d'autres centres de vacances, ben voilà, ça fera écrouler l'activité. Donc dans l'état actuel, c'est-à-dire sans mesure d'aide d'État, sans mesure incitative de la part de l'État, des collectivités, etc., et sans une campagne de redonner confiance aux parents, parce que derrière, c'est pas tout le monde 18, mais il faut encore que les parents aient envie d'envoyer leurs enfants. Ben oui, en effet, ça sera catastrophique. On pense qu'il peut y avoir facilement 80% de disparition des centres de vacances si on ne fait pas d'hiver, par exemple. Donc ça va être une hécatombe totale. Ouais. Au-delà de l'équilibre économique fragile des centres de vacances liés à voilà, structurellement des marges économiques qui sont très faibles, quel autre facteur peut rendre les banques frileuses pour des prêts liés aux nécessaires mises aux normes notamment? Est-ce qu'il y a d'autres points sur lesquels on pourrait jouer? Ben, ce qui peut rendre des banques frileuses, ben, c'est le contexte, on va dire, et le fait que les centres de vacances dépendent des collectivités territoriales, on va dire, comme clients majoritaires, d'une part. Donc ça, ça peut être une fragilité. Hein. Au bout d'un moment, l'État va devoir retrouver de l'argent, donc on verra comment ça va se passer. D'autre part, il y a des mises aux normes qui sont importantes. La mise en conformité handicapée, hein, tout le monde voilà, n'a pas encore absorbé ces pilules-là, et d'autres mises en conformité sécuritaire, parce que les centres de vacances se font aussi l'image d'endroits où on est en sécurité, où bah voilà, et c'est important de faire ces travaux et ils sont essentiels pour garantir la sécurité de nos enfants. Donc oui, là, en effet, c'est des coûts qui sont très importants. Et puis, qu'est-ce qui peut également freiner les banques? Ben, ça va être les centres de vacances. Voilà, au bout d'un moment, il faut être sur des territoires qui sont attractifs. Alors, Savoie-Mont-Blanc est très attractif, mais il va falloir réussir à monter des produits sur toutes les saisons et réussir à interpeller des enseignants notamment et des responsables de groupe de manière puissante. Aujourd'hui, quelle est la nature des relations que vous avez avec les communes supports et propriétaires? Et est-ce qu'elles ont des liens entre eux? Alors, ça dépend de chaque contexte, une nouvelle fois, mais il y a sur certains villages ou certaines villes de montagne, on va dire, où la relation entre la commune propriétaire et la commune support peut être bonne, d'autres où c'est plus complexe. En tout cas, on se rend compte que un centre de vacances pour une commune support, un village, c'est essentiel. On s'en rend compte notamment voilà, de la structure ici que je dirige au reposoir, où notre lien il est très important avec la commune et la survie des deux est essentielle. Et puis pour des communes qui portent un centre de vacances, au jour d'aujourd'hui, ben, à quelques mois après les élections municipales et avec la crise du Covid, ça va être de se dire est-ce que le centre que je porte est rentable pour organiser mes activités de demain et est-ce que ça vaut le coup que je m'embête avec ce centre de vacances-là ou est-ce que mes valeurs sont plus fortes que ça malgré tout et dont je suis convaincu que le fait de faire partir mes jeunes demain sur un centre de vacances bah, sera bien socialement pour ma commune. Donc c'est là où il y a ceux qui vont regarder le côté social, il y a encore beaucoup de communes, il ne faut pas dire, hein, qui l'ont encore, et puis d'autres qui vont regarder le côté économique, parce que ben, actuellement, les mairies, il n'y a pas que l'État qui dépense beaucoup d'argent pour tout ce qui est autour, et qui vont se dire ben, économiquement, c'est pas viable, vaut mieux s'en séparer et faire partir dans des centres qui ne sont pas à nous, et c'est ce qui peut arriver. Et du coup, rapidement, vous parliez du poids économique, d'importance économique de le reposoir. Vous me parliez d'un pourcentage très important du chiffre d'affaires des remontées mécaniques. Tout à fait. Pour donner un exemple, au reposoir, le chiffre d'affaires généré par le centre de vacances, on n'est plus que le seul. Hein. Il y a 5 ans, on était 2. Il y a 30 ans, on était 5. Mais c'est 40% du chiffre d'affaires des remontées mécaniques, quasiment 50% du chiffre d'affaires de l'école de ski. Alors, je ne parle pas le fromager aussi, avec tout ce que les enseignants et les enfants commandent, c'est aussi des commandes très importantes. Donc oui, c'est très important pour une station comme Reposoir. Demain,
pas d'activité, la station pourrait tenir, alors on a interrogé la mairie, 1 an ou 2, mais il ne pourrait pas se passer de ça, parce que voilà, 40%, c'est très important. Donc, les centres de vacances, ils génèrent tout autour d'eux tout un tas d'acteurs, des accompagnateurs de montagne, des musées. Et en effet, la baisse d'activité sur un centre de vacances ou la disparition d'un centre de vacances, ce n'est pas juste des lits qui disparaissent, mais c'est aussi toute l'activité autour qui est générée, qui est très importante et qui créera des dommages collatéraux forts. Donc, c'est pour ça que c'est important et le centre de vacances a toute sa place dans cette économie-là, même si on est assez peu connu. En tout cas, on essaye, grâce notamment à l'action de l'association Savoir Mangeur, de bouger, mais c'est vrai que c'est un secteur qui est assez peu connu, que ce soit quand on interroge plus haut le ministère de l'Éducation nationale ou même du tourisme. D'accord. Le centre qui a fermé, enfin voilà, il y en a qui ont fermé il y a plus longtemps, mais celui qui a fermé récemment, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il est devenu? C'est une friche? S'il a été reconverti? Le centre qui a fermé, c'est-à-dire? Vous parliez de 5 centres de vacances à l'origine au reposoir et vous êtes plus que Oui, tout centre. à fait. Et il n'y a pas longtemps, vous étiez encore 2. Alors celui qui a fermé, il est devenu quoi? Alors, il a été transformé en appartement pour accession à la propriété ou après les gens, voilà. C'est souvent on va dire des jeunes adultes du village qui ont acheté ça, qui sont dans le bâtiment, qui ont acheté le plateau et qui le rénovent avec leur savoir-faire à eux. Mais en tout cas, voilà, c'est du logement, on n'est plus sur du lit touristique. C'est même pas du lit touristique en locatif, hein. C'est de l'accession à la enfin, de l'habitat permanent. Tout à fait, ouais. On est sur de l'habitat permanent. Donc voilà, parce qu'on est, mine de rien, encore sur des territoires comme le nôtre, à 1 heure de la Suisse, sur des villages attractifs par rapport à ceux qui travaillent. Mais c'est vrai que ça a perdu de l'activité touristique du village. Parfait. Ange, est-ce qu'on a des questions? Non, pour le moment, pas de questions. Parfait. Et bien, du coup, je vais passer la parole à l'intervenant suivant. Donc, c'est Monsieur Emmanuel Franz, qui est donc directeur de VVL. Et donc, pour présenter la structure VVL, ils ont mis en place un petit YouTube qu'on va vous passer, qui résume mieux que moi les fonctions, enfin l'objectif de cette. Il est important pour chacun de pouvoir partir en vacances. L'accès aux vacances est un droit universel qui favorise le vivre ensemble et la cohésion des territoires. Les élus y sont attachés, mais se trouvent heurtés à de nombreux freins. Pour accompagner les collectivités dans leurs projets de départ en France et à l'étranger, l'association VVL répond à leurs besoins depuis plus de 70 ans. Du soutien administratif à la gestion opérationnelle, elle intervient à chaque étape. VVL permet également une procédure d'achat simplifiée en raison de son cadre juridique. À l'écoute des contraintes et des souhaits des collectivités, elle met en place des projets à la carte en France et à l'étranger. Cette aide permet à la collectivité de se concentrer sur les fondements de sa politique vacances éducatives. Et ce n'est pas tout. Pour les villes propriétaires de patrimoine touristique, elle offre la possibilité d'une gestion déléguée. Cela permet d'en optimiser l'occupation et de renforcer l'utilité sociale. Chaque collectivité est adhérente de l'association et donc actrice de ses orientations. VVL va encore plus loin. Elle assure une veille prospective et accompagne l'émergence de projets d'innovation sociale. VVL est un outil au service des collectivités, administré par les collectivités, géré par les professionnels du tourisme social et solidaire, au service des territoires et de ses habitants. Voilà, donc je vais maintenant passer la parole à Emmanuel Franz, qui est donc le directeur de cette structure. Cette structure, elle gère 10 bâtiments et elle réalise environ 10 000 nuitées par an. Donc, la première question que je voulais vous poser, Monsieur Franz, c'est le modèle économique des centres de vacances est-il aujourd'hui menacé? Et quel type de réponse pourrait être apportée
pour retrouver un petit peu de sérénité sur le long terme. Quand il faudrait donner le… Voilà. Merci, bonjour à tous. Juste une petite précision, on fait 65 000 journées vacances et on accueille 10 000 personnes, mais c'est pas… Voilà. 10 000 personnes. Voilà. Donc vous évoquiez l'utilité sociale des centres, des séjours collectifs. Je pense que c'est important effectivement de recontextualiser à quoi sert un séjour collectif. Pour nous, on pense que effectivement l'espace collectif est un lieu essentiel à l'éducation. Pour nous, il s'intègre dans un triptyque famille-école. Alors ça peut être effectivement un séjour de vacances, comme ça peut être du collectif au sein d'un club. En tout cas, il y a une notion d'extériorisation, de mobilité, de capacité aux jeunes de pouvoir un petit peu sortir de leur sphère connue pour effectivement aller vers un ailleurs. Donc, c'est en cela que, je dirais, les centres de vacances répondent pour nous à ce besoin qui est très structurant pour la société, qui, pour nous, fabrique des citoyens. Si on se tourne un petit peu autour de nous, je suis sûr que si on fait un petit sondage, bon nombre d'élus aujourd'hui engagés dans la vie du quotidien, la vie de leur collectivité, ont tous un jour ou l'autre passé par une colonie ou une classe découverte. Voilà, donc tout ça pour dire qu'aujourd'hui, je dirais tout le monde est convaincu, mais plus personne ne fait d'efforts vraiment pour se dire, en tout cas, de garantir dans le temps ce projet essentiel. Voilà. Donc, en tout cas, l'utilité sociale pour nous, c'est vraiment cette idée de triptyque à l'éducation pour les enfants dans leur construction. Et du coup, quand on discutait pour préparer cette intervention, vous me disiez, pour vous, il faut arrêter de croire que le modèle économique des centres de vacances peut être autonome et que seul un centre peut arriver à gagner de l'argent, enfin suffisamment d'argent pour garantir son fonctionnement et ses mises aux normes. Donc, c'est vrai qu'on a pu observer depuis plusieurs décennies un glissement insidieux on a tenté de nous faire croire qu'effectivement les centres de vacances étaient sur la sphère marchande. Non, les centres de vacances, c'est pas sur la sphère marchande, c'est sur la sphère non marchande. Avant tout, ça répond à une ambition collective, à un projet de société. Et dans ces conditions-là, effectivement, on se doit de pouvoir contribuer à l'économie de projet. Et ça, c'est un vrai souci aujourd'hui. Quand vous allez voir certains acteurs, on parlait des banques, je pourrais parler un peu de la Caisse des dépôts ou d'autres acteurs, voilà, vous faites un emprunt, puis vous le remboursez, et puis c'est votre activité économique qui génère les fonds nécessaires au remboursement. Voilà, et puis de toute façon, s'il n'y a pas d'activité, vous fermez. Enfin, voilà. Donc, je pense qu'on est sur un biais assez perfide qui fait qu'aujourd'hui, tout le monde est persuadé que voilà, c'est quelque chose comme un autre et qu'il n'y a pas besoin de subventionner ou que la collectivité finance tout ou partie en tout cas de l'activité. Donc je pense que c'est ça principalement qui pose problème aujourd'hui. Et si on se repose cette question en ce sens-là, si on se dit le quoi, on n'aura pas de problème à financer ce projet d'intérêt général. Donc, quel rôle aujourd'hui peuvent jouer les collectivités, qu'elles soient émettrices, c'est-à-dire celles qui possèdent des centres ou qui envoient des enfants, ou réceptrices, c'est-à-dire celles qui ont des centres sur leur territoire mais qui ne leur appartiennent pas forcément, ou celles qui sont propriétaires de biens, quel rôle peuvent-elles jouer? Et dans un deuxième temps, quel a été l'impact de la loi NOTRe sur cette organisation? Est-ce que ça a changé la donne? Je dirais, alors je ne sais pas si c'est une chance ou un handicap, mais en tout cas, la loi NOTRe, la compétence tourisme, puisque c'est un petit peu là-dedans qu'on évolue, sachant que moi, je suis assez… en tout cas, je tiens à la logique de tourisme social et solidaire qui nous paraît beaucoup plus adaptée, en tout cas, à notre démarche. La compétence tourisme, elle est transversale. Donc, je dirais, tout le monde peut s'en occuper, personne ne peut s'en occuper.
Enfin voilà, donc c'est quelque chose qui pose effectivement question. Et puis dans certaines régions, les régions de montagne, c'est les centres de vacances, les classes découvertes, c'est un élément important. Nous qui travaillons un peu plus dans la région capitale, le tourisme social et solidaire, c'est pas véritablement quelque chose qui est mis en avant. Donc, il y a aussi des réalités régionales par rapport au poids économique et à l'histoire qui font que il y a une prise en compte plus ou moins importante des collectivités par rapport à ce projet. Après, je dirais plus que les collectivités, c'est la sphère publique. Toujours pareil, quel projet? On a vu que l'État, à l'issue du premier confinement, a financé largement les colos apprenantes, donc un petit peu comme au sortir de la guerre, hein. On a trouvé que les colos c'était pas si mal que ça, et on a envoyé des centaines d'enfants un petit peu loin des réalités complexes pour les aérer, leur faire prendre le bon air, comme quoi c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures recettes. Voilà, enfin, donc cette conscience-là, elle est présente. Et en ce qui concerne les collectivités, je dirais qu'aujourd'hui, les collectivités, elles sont plutôt actives, partie prenante, en tout cas celles qui sont adhérentes de notre association, et elles sont volontaires. Mais c'est vrai qu'elles sont confrontées de plus en plus à des choix cornéliens et qui, effectivement, parfois, supprimer un centre qui est un petit peu loin de la ville, ça a moins d'impact politique que de supprimer, je dirais, ou de ne pas faire une activité sur la ville. Donc, le manque de financement, en tout cas, la priorisation des financements est rendue nécessaire sur ce sujet-là. Pour les collectivités qui accompagnent, c'est bien. Peut-être d'autres sont à reconquérir et à leur redire que c'est possible. Mais je dirais, isolément, sans coordination, sans projet global, ça me paraît quand même relativement complexe par les temps qui courent, avec de surcroît la pandémie actuelle. Voilà, pour vous, ça se joue à un échelon supérieur et pas forcément à la collectivité. Oui, et puis des villes aujourd'hui n'ont plus forcément les moyens non plus, de petites villes, de pouvoir assumer seules le financement de leur centre. Et je pense que peut-être vous parliez de la loi NOTRe, mais en tout cas, il nous semble, nous, à VVL, et nous jouons cette coopération, une forme d'intercommunalité, que des réponses aujourd'hui se jouent. Et nous pensons que certains centres qui ont pu fermer auraient pu rester ouverts si effectivement la collectivité n'était pas restée toute seule par rapport à son centre. Et ça se joue à la fois sur les communes émettrices, avec des coopérations que nous développons régulièrement, mais qui sont encore à développer à l'échelle de territoire ou autre, et également sur les communes réceptives, mais bon, qui sont, me semble-t-il, parfois peut-être un peu même mieux organisées, parce qu'effectivement, l'impact économique est beaucoup plus flagrant pour elles, et elles sont beaucoup plus dynamiques à porter la voix sur l'intérêt des séjours collectifs. Mais peut-être quelque chose d'avenir serait que les collectivités émettrices et réceptives puissent, au travers des différents organes existants, associations d'élus, etc., travailler beaucoup plus de concert. Est-ce que, selon vous, tous les centres de vacances doivent être sauvés? Est-ce que c'est une bataille où il faut voilà, pied à pied, ou est-ce que comme je le demandais à M. Deglin, est-ce que on peut encore imaginer de se recentrer sur les fleurons, sur les centres qui ont le plus de potentiel? Voilà, est-ce que ça vaut le coup de garder notre énergie pour ce qui vaut encore vraiment la peine, ou est-ce que chaque centre, finalement, doit être défendu pied à pied? Mais je pense qu'il y a plusieurs réponses. Il y a d'abord estimer peut-être une jauge minimale indispensable à la réalisation de ce projet, parce que c'est vrai que si demain il y a plus de centres de vacances, ce sera compliqué de faire partir ou de créer des séjours collectifs dans des hôtels. Enfin, bon, il y a quand même cette préoccupation-là. Après, vous dire combien, je ne sais pas dire, mais en tout cas, il y a cette préoccupation-là de garantir le maintien de ces centres-là. Après, il y a une autre logique aussi, c'est quel tourisme on veut en région et sur les territoires, dans les pays. Aujourd'hui, est-ce qu'on veut du tourisme de masse? Est-ce qu'on veut diversifier? Donc, nous, on travaille avec certaines villes en littoral. Il y a des maires qui sont vraiment très, très soucieux de pouvoir garder ce tourisme social, les colos, les classes découvertes, et pas simplement dans une
pure logique économique et de se dire ça va faire vivre mes commerçants, mais aussi dans un vrai projet politique, de dire c'est important que les enfants viennent découvrir de la ville, le plein air. C'est un peu cliché, mais ça recouvre encore de réelles réalités. Et sans compter à la montagne où les skieurs de demain sont quand même dans les classes d'aujourd'hui. Donc, s'il n'y a pas d'apprentissage du ski, je ne vois pas comment tous les acteurs pourront demain avoir des skieurs. Je ferme la parenthèse. Je ne sais plus la question, c'était sûr. La question, est-ce qu'il faut sauver tous les centres de vacances? Voilà. Après, il y a une réalité aussi. Effectivement, il y a certains centres aujourd'hui qui ne répondent plus aux besoins, qui sont trop petits, trop grands, qui nécessitent, qui n'ont pas forcément de lieu remarquable. Voilà, dans nos villes de la coopération, évidemment que les enfants veulent aller à la mer l'été, pardon, et à la montagne l'hiver. Donc ça, c'est aussi des réalités, des tendances qu'il faut suivre. Il y a aussi des logiques aujourd'hui de proximité par rapport au centre urbain. Aujourd'hui, faire 5-6 heures de car pour une classe, ça commence à être compliqué, les séjours se raccourcissent, donc la proximité devient également un enjeu dans une dimension aussi de durabilité, évidemment, et d'avoir un tourisme un petit peu plus responsable. Donc tout ça fait que oui, il faut effectivement pas être, je dirais, sanctuariser tout, avoir une vision monolithique. Les choses peuvent s'adapter, mais attention, vigilance quand même à ne pas... il faut se poser la question sur chaque centre, quoi. Et à quel projet territoire ça peut répondre. Est-ce que vraiment, il n'y a pas d'autre solution? Est-ce que vous avez eu à accompagner des collectivités qui voulaient se recentrer, c'est-à-dire j'imagine que s'ils font appel à vous, c'est qu'ils sont sur cette démarche de départ et de mixité sociale, de départ pour tous. Mais voilà, est-ce que vous avez eu à accompagner des collectivités qui voulaient se séparer d'un centre? Comment ça s'est passé? Nous, on a mené une étude pour un de nos adhérents, une de nos villes adhérentes, justement, sur leur centre. Ils en avaient plusieurs. Donc, clairement, sur certains centres, on leur a fait part du peu d'intérêt qu'il pouvait y avoir et la nécessité de se recentrer. Mais après, ça pose aussi la problématique quand on prend ce genre de décision des communes réceptives, parce que c'est des vrais enjeux. Donc, je pense qu'en tout cas, il y a un dialogue à mener beaucoup plus marqué et pas simplement de prendre des décisions comme ça. Peut-être que dans les territoires, il y a des solutions pour aider les communes émettrices à garder aussi leur patrimoine. En tout cas, il faut être beaucoup plus en coopération et en dynamique que ça ne l'est aujourd'hui, parce que je pense que c'est un des axes qui permettra de garantir en tout cas une certaine stabilité des départs. Parfait. Je vous remercie. Est-ce qu'Ange, on a des questions? Alors, non, nous n'avons pas de questions. Par contre, c'est tout frais, ça vient de tomber sous contrôle d'huissier. Nous avons les résultats des sondages. Ah, alors, oui. Alors, quels sont les participants? En majorité des collectivités locales de la montagne qui supportent sur leur commune des centres de vacances, mais qui, en revanche, ne sont ni propriétaires ni gestionnaires de ces centres de vacances. D'accord. Bon. Donc, peut-être qu'il y a des solutions à trouver, des pistes. C'est peut-être pour ça qu'ils sont là aussi. Parfait. Alors, je ferme. Et donc, on va accueillir notre dernière intervenante, donc Sandra Lardy, qui travaille pour la communauté de communes du Haut-Chablais. Alors, c'est une commune hautement touristique, puisqu'elle compte plus de 123 000 lits sur son territoire. Mais parmi ces 123 000 lits, il y a 3 000 lits quand même en centre de vacances et qui sont l'objet de toutes les attentions de l'intercommunauté, comme quoi, sur certains territoires, le tourisme social et solidaire, ça a un poids. Donc, je vais tout de suite passer la parole à Madame Lardy. J'ai perdu. Parfait. Bonjour. Oui, bonjour à toutes et tous. Rapidement, est-ce que vous pouvez nous rappeler le poids économique de ces 3 000 lits sur le territoire Haut-Chablais?
Alors en fait, on est un des territoires, enfin un des massifs alpins, il me semble, avec aujourd'hui 30 centres de vacances répartis sur 2 vallées, dont certains en nombre sur les communes d'Égée, Morzine principalement, et puis une autre commune qui est la commune de Bellevaux sur un territoire de montagne, de moyenne montagne. Voilà, donc on fait partie des territoires qui a vu fermer certains centres. Maintenant, l'objectif, alors c'est tout récent, hein, on ne va pas se lancer des fleurs, l'intercommunalité a commencé les démarches auprès des centres de vacances en 2019 et s'est accentué et a pris un virage important il y a 2 mois où aujourd'hui, effectivement, la politique en faveur de l'accompagnement de ces acteurs fait partie des priorités, en tout cas sur ce nouveau mandat, avec pas un accompagnement uniquement pendant la crise du Covid. C'est un travail avec la mise en place d'un plan d'action qui est en cours actuellement. Alors, la période hivernale est quasiment terminée en termes de travaux, mais on est déjà en train de travailler sur l'offre printemps-été 2021. Voilà. Et du coup, le poids économique par rapport aux ESF, par rapport aux remontées mécaniques, vous avez des chiffres Alors, les remontées mécaniques, je n'ai pas pu avoir les chiffres pour aujourd'hui, mais je vous les transmettrai. Au niveau des écoles de ski, en termes de chiffre d'affaires, notamment pour la commune de Morzine et la commune d'Égée, qui sont des stations marques, on est à 10% en fait du chiffre d'affaires. Et par rapport au nombre d'heures, enfin au volume d'heures, ça représente à peu près 16%. D'accord. Donc, il y a aussi un effort des acteurs locaux pour pérenniser justement ces activités. Mais ça, vous avez, voilà, ça fait partie des actions que vous mettez en place. Je vais passer une slide dont vous m'avez parlé. Expliquez-nous un petit peu les différentes actions. Donc là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que voilà, on a réuni l'ensemble, les 30 centres lors d'une des dernières réunions en collaboration avec les écoles de ski, donc toutes les écoles de ski, avec toutes les sociétés de remontée mécanique, avec des représentants des offices de tourisme et puis également les guides accompagnateurs. Sachant que nous, on représentait la communauté de communes, la partie circuit court avec l'agriculture. Cette première réunion a permis de déceler en fait que chacun était demandeur de vouloir faire quelque chose, et donc tout le monde s'est associé et on a réussi à proposer pour cette saison d'hiver, qui est, on le sait très bien, ne sera pas magique, mais en fait c'est le début des travaux, mais va nous permettre de nous faire connaître. Donc effectivement, on a une offre séjour du lundi au vendredi, avec une entente tarifaire où tout le monde a souhaité faire des efforts, donc tout le monde a baissé ses prix, que ce soit les écoles de ski, les remontées mécaniques, les loueurs, les intervenants des veillées, du géoparc, enfin voilà, tout le monde aujourd'hui joue le jeu. Et face à ça, donc la collectivité a décidé de les accompagner. Donc le document que vous voyez, c'est une partie infime du livret. On a également rédigé une charte qui respecte le protocole afin de rassurer en fait les organisateurs, les parents d'élèves, les mairies, parce qu'en fait ce livret va être adressé d'ici la semaine prochaine. Alors à la fois à toutes les écoles d'Auvergne-Rhône-Alpes, car les centres de vacances se sont mis d'accord pour acheter les fichiers des écoles. Donc, voilà, ils étaient tous, ils travaillaient tous dans leur coin, et maintenant, on s'aperçoit qu'ils arrivent à s'entendre tous les uns les autres, alors qu'ils sont concurrents, voire voisins, mais ils ont décidé d'acquérir ces fichiers-là. Alors, dans un premier temps, on est sur cette période hivernale sur une clientèle de proximité.
Pourquoi? Parce qu'en fait, on a aussi, vous le voyez dans le document, on a aussi les aides de la région et du département qui viennent conforter en fait la partie financière d'un séjour. Donc, voilà, tout mis bout à bout, on lance cette opération-là qui sera renouvelée pour chaque saison. On a commencé à communiquer sur la partie printemps-été, comme je vous l'ai dit là. On est en train de travailler avec d'autres partenaires, mais qui sont aussi favorables et ont décidé d'être à nos côtés. On va bien au-delà même du travail qui a été mené l'hiver, parce que là, on est sur des séjours ski, alors que sur la partie printemps-été, on va être sur une multitude en fait de propositions de séjours en lien avec les richesses du territoire, que ce soit la richesse naturelle, la richesse agricole, notre géoparc également, on est bien présent. Donc là, on a pas mal de travaux qui vont être menés. Et puis l'objectif, c'est aussi de décliner, d'aller chercher une nouvelle clientèle. Donc tout est en train de se dessiner, mais la stratégie touristique du territoire se dessine, je dirais, chaque semaine un petit peu plus. Et on est en train d'aller chercher une clientèle plus sportive. Bon, on a la chance d'avoir des événements importants sur le territoire, des activités qui, dès la fin de l'hiver, nous permettent de faire quasiment du 3 saisons. Donc, on va aller chercher un nouveau profil de clientèle en accord avec les centres qui sont prêts à modifier un petit peu leur casquette et ne pas accueillir que de l'école, de la classe de découverte ou des groupes d'enfants. Donc là, on est vraiment sur le club sportif, voire les fédérations nationales et internationales. Du coup, est-ce que malgré ces… Donc, ça fait 2 ans maintenant, c'est ça que vous avez lancé cette dynamique? Alors non, on a commencé les premières rencontres en 2019 sans plan d'action. C'était juste voilà, se préoccuper d'eux, montrer que la collectivité là pouvait être à leur côté. Et puis, au moment du confinement, à la fin de l'hiver 2020, on s'est rapproché d'eux pour connaître un petit peu leur situation financière et quels étaient un petit peu les taux de réservation pour l'été 2020 et la tendance pour l'hiver. Et là, quand on a vu la catastrophe économique arriver, voilà, les instances politiques au sein de la collectivité ont décidé d'accompagner, on peut le dire maintenant fermement, parce qu'en fait, au-delà de la collectivité, enfin de la communauté de communes, on a même des mairies maintenant qui s'impliquent en mettant en avant, en prenant en charge le transport des groupes d'enfants pendant l'hiver pour aller les chercher au centre de vacances et les amener gratuitement au pied des pistes. Donc là, ça va très loin. Les sociétés de remontée mécanique proposent également ce service-là. Il y a une vraie dynamique qui s'est mise en place. Le retour, on pourra vous le faire, mais bien sûr qu'après l'hiver, voire d'ici 1 an, parce qu'on sait très bien que même si on a fait des offres alléchantes, on sait très bien que le contexte n'est pas du tout favorable et ils en sont conscients, mais ils ont souhaité quand même mettre en place ces opérations-là. Et ça permet, je vous dis, de travailler déjà dès maintenant pour le printemps et l'été prochain. Lors des fermetures, parce que j'imagine qu'il y en a quand même, malgré tous les efforts, malgré les volontés politiques locales, on sait que le Haut-Chablais, il y a une forte pression foncière. Que deviennent ces centres? Quel constat on peut faire? Comme même question qu'à monsieur Pierre Deglin. Donc, en fait, sur ces 6 dernières années, on a 5 centres qui ont fermé. On en a un donc, qui s'est… En fait, il a fermé. Il a fermé sur tout ce qui est classe de neige et classe de découverte. Et il s'est réinventé. Donc, il a fait des travaux, il a remodelé et du coup, il est sur une clientèle familiale. Familial, et il s'en sort plutôt bien, il se débrouille plutôt bien, son taux de fréquentation est pas mal. Donc voilà, il s'est réinventé en fait une clientèle.
Ensuite, on en a un qui a été vendu et qui se vend actuellement aussi en plateau pour faire de l'habitat permanent. On en a un autre qui a fermé, mais qui a été racheté par un autre propriétaire de centre. Et puis, on en a deux dernièrement. Un qui a été racheté par un prestataire de transport et qui transforme ce centre en logement pour ses équipes, donc logement saisonnier. Et puis également la collectivité, la Comcom, on vient d'en racheter un également et on est en train de finaliser le dossier pour le transformer en logement saisonnier. Et par rapport à ça, justement, pour ne pas voir partir ces biens au cas où on arrive à avoir des fermetures dans les 5-10 prochaines années, les élus sont en train de définir en fait une clause dans l'élaboration du plan local d'urbanisme intercommunal volet habitat, qui est en cours. Donc, il y a des outils législatifs sur lesquels vous appuyez pour pérenniser les politiques. Écoutez, j'ai fini avec mes questions. Est-ce qu'il y a est-ce que je peux vous laisser un peu de temps pour le mot de la fin? Je vais vous redonner la parole. À moins qu'on ait des questions, Ange, ou toujours pas? Si, nous en avons. Alors, priorité aux questions. Même deux. Donc, de Edwige à destination de Sandra, même s'il nous semble que vous y avez déjà partiellement répondu, Sandra, mais au moins ça permettra que ce soit clair. Concernant, vous avez parlé d'un plan d'action, et du coup, la question, c'était comment est-ce qu'il se décline? Alors, apparemment, vous avez déjà abordé. Est-ce que vous nous avez tout dit ou est-ce que vous voulez en parler un peu plus de ce plan d'action et de sa déclinaison? En fait, le plan d'action, c'est d'une part la communication, donc leur permettre d'être connus, parce qu'être présent sur un site internet d'un office de tourisme ou avoir son propre site internet, ça ne fait pas tout. On est bien conscient qu'ils n'ont pas non plus les moyens tous de pouvoir faire, je dis n'importe quoi, mais faire de l'achat d'espace ou faire sa propre campagne de communication. Donc là, c'est la collectivité qui va prendre en charge cette opération. Et pas plus tard que ce matin, on était en réunion et on leur met à disposition parce que pour être bien vendu, faut quand même de belles photos des centres et ça pêche un petit peu. Donc voilà, on les accompagne sur une banque de photos qui leur sera mise à disposition, sur un photographe qui viendra également faire leur reportage photo de chaque saison. Il y a la collectivité donc, qui prend en charge via mon poste donc l'animation et la mise en réseau alors, à travers tous les acteurs du territoire. On a eu conscience qu'en fait, chacun était dans son coin et n'avait pas connaissance, en fait, ne serait-ce que pour une veillée, de connaître telle ou telle personne qui se trouve sur la commune voisine. Donc, il y a un dialogue qui s'est mis en place. Voilà, avec un groupe réseau. Et puis après, le plan d'action, c'est par rapport aux clientèles. Donc, on est en train de définir les clientèles que l'on veut au-delà des publics que sont les mairies et les écoles que l'on va solliciter. On espère que les frontières vont réouvrir parce qu'on a la chance d'avoir des centres de vacances qui fonctionnent beaucoup, notamment l'hiver, avec une clientèle alors plus parisienne, plus du Nord, voire de l'étranger. Donc, est-ce qu'on maintient cette dynamique-là ou alors est-ce qu'on se focalise sur une clientèle française? Et puis après, il y a tout le volet sportif, là où on est en train de finaliser les choses du fait des engagements que notre territoire a eu face aux Jeux Olympiques et le fait qu'on ait été choisi en fait comme centre de préparation pour les fédérations internationales sur des activités telles le vélo, le VTT et le triathlon. Du coup, voilà, on est en train de travailler avec les fédérations de manière à pouvoir communiquer, aller chercher, mettre en place des séjours types, notamment avec les centres de vacances et non plus avec les hôteliers restaurateurs, parce qu'on a la chance aujourd'hui d'avoir des centres de vacances qui travaillent à l'année,
chose que ne font pas aujourd'hui nos hôteliers. Donc voilà, donc on est en train de mettre en place cette opération-là. Que dire d'autre? Enfin voilà, c'est le dialogue, c'est quand une idée vient, on se réunit, on échange. Voilà, c'est une grande première. On revient de loin sur le territoire. Voilà, pour l'instant, après, je reste à disposition ou de la personne qui m'a posé cette question-là. On peut échanger par mail au fur et à mesure où les travaux sont menés. Du coup, si vous voulez bien, Sandra, dans l'espace de discussion, vous pourrez nous laisser votre adresse mail pour les participants qui sont intéressés. Et puis peut-être s'il y a un site internet qui présente un petit peu en détail ou qui peut faire office de ressources, comme ça, peut-être on pourra aller par dessus. Alors, on a une autre question, mais là qui, je pense, s'adresse à la fois à nos 3 intervenants, mais à l'ensemble des participants. On s'aperçoit au travers des débats et du contexte que la diversification des types de clientèle pourrait être une des pistes pour conforter le modèle économique des centres. Quels sont, selon vous, les freins à cette diversification? Qui prend? Je serais tenté de dire la polyvalence des équipements est généralement souhaitée et envisageable, mais on n'a jamais fait d'un EHPAD à une école maternelle. Enfin, si je peux être un peu… Voilà, donc c'est ça la limite au final. Vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, j'allais dire à peu près la même chose. C'est-à-dire que les centres de vacances ont des spécificités de la part de leur conception, de leur structure, et ration, etc. Et en effet, on peut diversifier, mais un centre de vacances ne se transformera pas du jour au lendemain en village vacances sans gros travaux et sans grands aménagements, même de fond, et dans la conception de l'offre qu'il aura. Ça restera des choses qui sont soit à faire en marge, mais qui compléteront le chiffre d'affaires de manière plus anecdotique, ou alors c'est un choix, et ce qui a pu être décrit par Madame Lardy, où en effet le centre de vacances s'est complètement transformé pour se transformer sur une autre activité. Alors, j'ai envie de vous inviter aussi tous les 3 sur une tendance de fond que j'ai pu percevoir dans les lectures et à travers différents échanges. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, l'attribution se fait de plus en plus par appel d'offres. Or, est-ce que l'appel d'offres est la bonne forme pour vendre du projet pédagogique? Première question. Et deuxième question, c'est aussi une montée en capacité. On s'aperçoit aujourd'hui que finalement, les gros centres, c'est ceux qui semblent avoir le plus de lisibilité en termes d'équilibre financier. Comment est-ce que vous percevez cette évolution? Est-ce que selon vous, c'est positif, négatif? Quels sont les risques? Sur les appels d'offres, VVL a résolu le problème, je serais tenté de dire, puisque nous, on est sous un régime de contrat in-house, de quasi-régie, ce qui permet aux collectivités de se libérer de la contrainte de l'appel d'offres. Alors, ce n'est pas pour autant que toutes les villes qui sont adhérentes travaillent qu'avec nous, elles travaillent avec d'autres opérateurs, mais elles apprécient énormément cette souplesse, notamment dans le cadre des classes découvertes, qui demandent de l'adaptation, de la souplesse, de la réactivité, notamment. Et c'est un vrai sujet pour nos adhérents collectivités, et presque aussi un petit peu un combat politique pour certains, dans une logique de dire que l'éducation et sa marchandisation n'est pas acceptable. Donc ça, c'est pour le premier point. Sur le second point, je serais tenté de dire quel tourisme on veut. Je n'ai pas l'impression que le tourisme de masse aujourd'hui soit quelque chose de tendance. Donc des usines à 250, 300 qui n'ont d'intérêt que parce qu'elles permettent une rentabilité. Est-ce que c'est un vrai projet de territoire? Je pose juste la question, je ne sais pas. Et est-ce qu'un enfant qui part en colonie de vacances, il est mieux dans un centre à 60 ou à 50 que dans un centre à 200? Enfin, voilà, c'est des sujets, mais je pense qu'ils sont plus profonds que simplement le pur aspect économique. Après, sur la question d'appel d'offres, il y a une démarche d'abord qui est légale. C'est assez complexe, mais les collectivités, des fois, sont obligées de monter ces appels d'offres. Et puis, d'autre part, qui répond derrière? En effet, c'est plus des opérateurs, on va dire, qui ont cette capacité. Il y a des confrères qui gèrent des centres de vacances
qui n'arrivent pas. Hein. C'est compliqué de répondre à un dossier d'appel d'offres. Il faut d'abord les trouver, etc. C'est toute une sacrée démarche qui rend, en fin de compte, en effet, assez ciblée sur certains opérateurs qui ont l'habitude de répondre à ça et qui ont cette démarche-là. Donc, en effet, il y a des centres de vacances sur les territoires qui sont privés, entre guillemets, parce que c'est compliqué d'y aller et qui, du coup, ne vont pas aller répondre à des appels d'offres de certaines communes, notamment. Madame Lardy, vous accompagnez sur cette problématique des appels d'offres ou pas du tout? Non, pas du tout. Là, c'est chaque centre aujourd'hui qui gère en fait cette problématique-là. Et j'ai bien noté parce que du coup, c'est jamais venu, ça fait pas partie des discussions que l'on a eues à travers nos ateliers. D'accord. Peut-être parce qu'effectivement, les petits centres ne se sentent pas forcément capables ni concernés par ces appels d'offres qui concernent peut-être plutôt des gros volumes ou des choses plus complexes qui ne sont pas forcément capables de mettre en place. Mais je reviens un petit peu au sujet des collectivités émettrices et réceptives. Ce qu'on peut observer sur les appels d'offres, par rapport à ce que disait Pierre, non, les collectivités ne sont pas toutes obligées, dans le cadre du contrat in-house, s'il y a possibilité de ne pas passer d'appel d'offres, d'être tout à fait en légalité. Donc, je retiens, c'est notre quotidien. Après, c'est des schémas, je dirais, atypiques, mais qui existent. Et puis après, ça dépend aussi du montant du marché. Mais au-delà de cette obligation qui est un petit peu la norme, je pense qu'il y a un vrai travail. C'est-à-dire que nous, ce dont on se rend compte, puisqu'on est plutôt, BVL est plutôt en milieu urbain, et donc dans une logique de collectivité émettrice, c'est qu'au final, chaque collectivité finit par s'inventer ses propres règles. Et les règles additionnées les unes aux autres font que ça devient complètement ingérable. Et du coup, en termes de départ, y compris par rapport à l'organisation sur les territoires, je pense à Mme Lardy, on arrive à des aberrations, quoi, à des horaires décalés, à des cours de ski qui ne sont pas possibles parce que, et du coup, ça perturbe énormément les choses. Et au final, souvent, ce qui se passe, c'est que la collectivité qui fait l'appel d'offres n'a pas complètement satisfaction sur ce qu'elle veut. Donc, elle est en plus mécontente. Donc, il y a un vrai sujet. L'UNAT, notamment, a accompagné différents opérateurs sur ce sujet-là pour aider avec des fiches, etc. Mais je pense qu'il y a un travail du législateur et d'une façon générale pour ordonner et simplifier un petit peu tout ça. Voilà, des appels d'offres de 200 pages pour faire partir une classe, c'est des choses qui peuvent exister, quoi. Très bien. Écoutez, ça va être l'heure. Je regarde ma montre, on est à 57. Est-ce que vous désirez le mot de la fin? Est-ce que quelqu'un désire clôturer sur quelque chose qui lui tient à cœur? Non? Écoutez, merci beaucoup aux 3 intervenants pour ces témoignages de qualité. J'espère que ça a répondu aux éventuelles questions que vous pouviez avoir sur cette problématique. Je vous invite à nous rejoindre à 16h via un autre lien que vous avez dû recevoir, où on fera la synthèse de l'ensemble des ateliers. Alors, je vous rappelle les différents ateliers. Donc, l'atelier numéro 1, c'était sur les plateformes de location de meublés de tourisme. L'atelier numéro 2, c'était sur les hébergements insolites et comment faire face aux vides juridiques. L'atelier numéro 3, maîtriser le foncier en milieu touristique, les outils à disposition des collectivités. Voilà, et puis bien sûr, notre atelier. Donc, rendez-vous à 16h pour le mot de la fin, la synthèse et puis la clôture de cette journée. Merci beaucoup à tout le monde. Merci. Pour information, sachez qu'on a enregistré tous les webinaires, tous les ateliers sont enregistrés, donc incessamment, sous peu, très prochainement, vous recevrez un lien où sans doute vous pourrez avoir des synthèses et puis peut-être accès au replay sur des ateliers auxquels vous n'avez pas pu participer. Et on ne ferme pas le studio là, donc si vous voulez continuer à échanger entre vous, s'il y a de nouvelles questions qui se font jour, on vous laisse les clés de la maison et vous pouvez échanger entre vous et puis ensuite on se retrouve à 16h. Voilà. Merci beaucoup. Merci.